Bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet particulièrement difficile, souvent invisible, la prostitution des mineurs en France. On va essayer de comprendre ce phénomène complexe grâce à un document source, un guide destiné aux professionnels, aux éducateurs notamment. Oui, un guide qui cherche à donner des clés de compréhension, mais aussi d'action face à ces situations. Exactement, notre objectif, c'est vraiment d'aller au-delà des clichés, de saisir un peu les mécanismes d'emprise, les vulnérabilités qui y mènent, les signes d'alerte aussi, et puis bien sûr les risques énormes pour ces jeunes. C'est essentiel. Pour donner une idée, même si les chiffres sont toujours délicats sur ce sujet, on estime qu'il y aurait entre 5 000 et 8 000 mineurs concernés en France. Mais c'est probablement, comme le dit la source, juste la partie émergée de l'iceberg. Le tabou, la honte font que la réalité est sans doute bien plus vaste. Tout à fait. Et puis, cette réalité, elle est multiple. C'est pas juste l'image qu'on en a parfois. Ça peut être l'ado qui fugue et qui revient avec des fringues neuves, ou le garçon un peu isolé qui a soudain plein d'argent. Ou le jeune trans en rupture qui cherche juste un endroit où dormir et qui tombe là-dedans. Et ça touche vraiment tous les milieux sociaux. Même si on va le voir, certains facteurs rendent plus vulnérables. C'est un sujet lourd, c'est vrai, mais il faut en parler. Alors, commençons peut-être par bien définir de quoi on parle, sur le plan légal notamment. Qu'est-ce que dit la loi? Alors, la loi française, elle est très claire et protectrice sur ce point. Il faut retenir une chose vraiment fondamentale, la prostitution d'un mineur, c'est toujours une infraction pénale grave. Pour le client, pour l'exploiteur. Toujours. D'accord, ça c'est le principe de base. Voilà. Pour être un peu plus précis, si la victime a moins de 15 ans, n'importe quel acte sexuel contre une rémunération, argent ou cadeau, hébergement, peu importe, c'est qualifié de viol ou d'agression sexuelle aggravée. C'est le niveau le plus grave. Ah oui, c'est très sévère. Très. Si la victime entre 15 et 18 ans, le fait de solliciter, de payer pour des services sexuels, c'est un délit. Le client risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et pour le jeune lui-même? Et c'est là le point absolument crucial et qui guide toute l'approche des professionnels. Le mineur est systématiquement considéré comme une victime, jamais comme un délinquant. Même s'il dit être d'accord. Même s'il dit être d'accord, même s'il a l'air consentant. Légalement, ce consentement d'un mineur dans ce contexte n'a aucune valeur. Donc l'objectif, c'est toujours la protection, l'aide, l'accompagnement, jamais la sanction du jeune. C'est une clarification vraiment importante. Ça pose le cadre, on parle d'exploitation, de victime, et le document insiste sur le fait que cette exploitation, elle peut prendre plein de formes différentes, souvent cachées, c'est ça? Exactement, c'est très protéiforme. On trouve par exemple ce qu'on appelle la prostitution de survie. Là, c'est vraiment l'échange d'actes sexuels contre des besoins vitaux. Un toit pour la nuit, un repas, parfois juste un peu de protection dans la rue. Ça concerne qui principalement? Souvent des jeunes en grande errance, des mineurs étrangers isolés, les MNA, qui arrivent sans rien ou des jeunes qui ont fugué de chez eux ou d'un foyer. Eux-mêmes d'ailleurs, ils ne vont pas forcément appeler ça prostitution. Ils parlent d'arrangement, de dépannage, de services rendus. C'est une stratégie de survie en fait. Une survie à un prix terrible, et aujourd'hui Internet a dû changer beaucoup de choses. Ah oui, considérablement. Internet, les réseaux sociaux, les sites d'annonces, même certaines applis de rencontres, c'est devenu un terrain de chasse et d'exploitation majeur. C'est plus facile d'accès, plus discret au début. On entend parler des sugar daddies, sugar babies. Exactement. C'est ce phénomène où, sous une apparence de relation un peu glamour, d'arrangement financier entre un adulte et un jeune, se cache en réalité une pure exploitation sexuelle basée sur la vulnérabilité souvent économique, mais aussi affective du jeune. Et il y a une autre forme d'exploitation que le document décrit qui est particulièrement perverse, celle des lover boys. Oui, ça c'est glaçant. C'est une technique de manipulation redoutable. En général, ce sont des hommes, parfois à peine plus âgés que la victime, qui vont cibler une ado souvent fragile, en manque d'affection. Ils vont la séduire, construire une relation amoureuse très intense, très fusionnelle. Une emprise affective en fait. Totalement. Et une fois que cette emprise est bien installée, que la jeune fille est dépendante affectivement, il va commencer, petit à petit, à l'amener à se prostituer. Mais il va présenter ça comme une nécessité pour eux deux, pour notre couple, pour qu'on réalise nos projets, ou même comme une preuve d'amour qu'elle doit lui donner. C'est terrible. Elle agit par amour sans voir la manipulation. C'est ça. Elle est complètement sous emprise et ne réalise pas, ou pas tout de suite, qu'elle est exploitée. La manipulation affective est le cœur du système. On voit bien comment l'emprise fonctionne. Et ça nous amène à un point central du document, le rôle des vulnérabilités. Ces jeunes ne tombent pas là par hasard, visiblement. Non, absolument pas. Ce qui est frappant
et la source le souligne vraiment, c'est que la quasi-totalité de ces jeunes ont un parcours de vie marqué par des traumatismes antérieurs. Quel type de traumatisme? Des violences physiques, psychologiques, mais très très souvent des violences sexuelles, subies pendant l'enfance, l'adolescence et fréquemment au sein même de l'environnement familial ou proche, l'inceste notamment. Et ces traumatismes précoces, ils laissent quelles traces? Des traces dévastatrices, en particulier sur le rapport au corps. Ça peut créer ce qu'on appelle une dissociation. Pour survivre à l'horreur, l'esprit se coupe en quelque sorte des sensations du corps. Le corps devient comme un objet extérieur qui ne vous appartient plus vraiment. La notion de limite personnelle, de consentement, n'a pas pu se construire normalement. Il y a cette phrase terrible dans le document d'une jeune fille qui a vécu l'inceste et qui dit à propos de la prostitution, « Au moins là, je suis payée, c'est moi qui décide, c'est presque mieux qu'avant. » C'est glaçant, mais ça illustre tragiquement ce mécanisme. La prostitution peut être vue, de façon totalement tordue bien sûr, comme une tentative désespérée de reprendre une forme de contrôle sur son corps, un contrôle qui a été bafoué dès l'origine. C'est une logique paradoxale mais qui s'explique par le trauma. Et il n'y a pas que les traumatismes sexuels, j'imagine. Non, il y a souvent aussi ce que le document appelle une double précarité. Économique bien sûr, mais aussi affective. Beaucoup de ces jeunes ont grandi dans des environnements où l'amour était absent ou conditionnel, où l'attention stable a manqué. Ils ont appris que l'affection se monnayait, en quelque sorte? Ils ont pu intégrer, oui, que pour recevoir de l'attention, de la reconnaissance, il faut donner quelque chose en échange, satisfaire les attentes de l'autre. Du coup, la prostitution, avec ses règles qui peuvent sembler simples, un acte contre de l'argent peut paraître, paradoxalement encore une fois, presque moins compliqué, plus maîtrisable que des relations affectives vécues comme imprévisibles et douloureuses. C'est une perspective vraiment difficile à entendre, mais ça aide à comprendre la complexité. Vous parliez des mineurs non accompagnés tout à l'heure, les MNA. Oui, leur situation est un facteur de vulnérabilité majeur et très spécifique. Ils arrivent seuls, sans famille, sans argent, souvent sans connaître la langue ni les codes, parfois sans papier. Ils sont dans une précarité extrême. Et donc des proies faciles. Malheureusement, oui. La peur d'être expulsé, le besoin vital de trouver un logement, de manger, tout ça les rend extrêmement dépendants et susceptibles d'accepter n'importe quoi pour survivre, y compris des arrangements sexuels dangereux, et souvent dans le silence le plus complet, par peur des conséquences. On comprend bien comment ces failles, ces parcours difficiles, créent un terrain propice. Le document évoque aussi l'influence de notre culture actuelle. Les réseaux sociaux, la pornographie, ça joue un rôle. Oui, c'est un facteur aggravant indéniable. L'exposition de plus en plus jeune et massive à la pornographie, qui est souvent une pornographie violente, dégradante, ça peut contribuer à banaliser les pratiques, à fausser complètement l'image de la sexualité, du respect, du consentement. Et les réseaux sociaux? Ils peuvent jouer un rôle dans l'hypersexualisation, cette course au like, cette pression sur l'image corporelle, où la valeur d'une jeune fille semble parfois se mesurer à sa capacité à être désirable, sexuellement attractive. Ça peut créer une fragilité. Le document décrit bien ce glissement possible. Une ado qui poste des photos pour avoir des followers, qui reçoit des propositions financières pour des photos plus intimes, puis pour une rencontre. La frontière est parfois très mince. Et dernière vulnérabilité mentionnée, les troubles psychiques qui existent déjà chez le jeune. Effectivement, un jeune qui souffre déjà de dépression, d'anxiété majeure, de troubles de l'attachement liés à son histoire ou de stress post-traumatique suite à d'autres violences est forcément plus fragile, moins armé pour résister à une emprise. La prostitution peut devenir une sorte d'échappatoire tordu. Ça peut être vécu comme ça, de manière complètement dysfonctionnelle. Une tentative désespérée de gérer des émotions insupportables, de trouver un sentiment de contrôle illusoire, ou même parfois une forme d'autopunition inconsciente. Et la dissociation, cette capacité à se débrancher mentalement dont on parlait, qui est un mécanisme de survie face au trauma, peut paradoxalement faciliter le passage à l'acte. La jeune fille qui dit « je ne suis pas là, c'est mon corps, mais moi je suis ailleurs », c'est exactement ça. C'est vraiment un cocktail de facteurs de risque complexes et effrayants. Alors face à ce phénomène qui est si souvent caché, comment on fait pour repérer? Quels sont les signes concrets qui devraient mettre la puce à l'oreille de l'entourage, des éducateurs, des profs? C'est la question clé. Parce que l'invisibilité, c'est vraiment l'ennemi numéro un. Il y a d'abord des indices dans le comportement du jeune. Les fugues à répétition, par exemple. Surtout si elles suivent un schéma un peu régulier. Des départs soudains, le jeune est injoignable, souvent le week-end, et il revient épuisé mais avec de l'argent ou des objets neufs qu'il ne peut pas justifier. Et les explications sont floues. Voilà, souvent vagues, contradictoires,
pas crédible. Le document donne un exemple très parlant d'un éducateur qui remarque des détails chez un jeune, Lucas, après ses fugues. Une odeur particulière de parfum et de tabac froid, le besoin immédiat de prendre une douche très longue, et le fait qu'il jette systématiquement les vêtements qu'il portait. Mis bout à bout, ces détails peuvent alerter. Des petits détails qui ont leur importance. Et l'argent, les cadeaux. C'est l'autre grand classique, oui. Un jeune qui n'a aucune ressource connue et qui se retrouve soudain avec pas mal d'argent liquide ou des objets chers, le dernier smartphone, des vêtements de marque. Là aussi, si les explications sont bancales, ça doit interpeller. Il faut savoir que ces cadeaux sont souvent une stratégie de l'exploiteur pour créer une dette, un lien de dépendance. D'accord. Et au-delà de l'argent, y a-t-il d'autres changements de comportement à observer? Oui, des changements plus généraux dans les habitudes. Le rythme de vie. Un jeune qui devient soudain noctambule, qui est tout le temps fatigué en journée. L'apparence physique, ça peut être une hypersexualisation soudaine et marquée, ou au contraire un laisser-aller, une négligence importante. Les fréquentations aussi, qui changent radicalement. Et le téléphone portable, on imagine? Ah oui, le téléphone, c'est souvent central. Une utilisation qui devient compulsive, très secrète. Le jeune s'isole pour téléphoner ou envoyer des messages. Il a l'air anxieux quand il reçoit des notifications. Il a peut-être plusieurs téléphones ou plusieurs comptes sur les réseaux sociaux. Il efface tout le temps son historique. Tout ça, ce sont des signes possibles. Ces changements sont assez nets, mais j'imagine que les relations du jeune peuvent aussi être un indicateur. Les personnes qu'il fréquente. Absolument. C'est souvent là que l'emprise se manifeste de manière plus évidente pour un observateur extérieur. Si on voit un adulte, ou plusieurs, souvent bien plus âgés, qui tournent autour du jeune, qui n'ont pas de lien clair avec lui, ni famille, ni pro, et qui se présentent comme des simples amis, des protecteurs, méfiance, c'est un signal d'alarme important. Comment fonctionnent ces protecteurs? Ils appliquent souvent un scénario assez classique, malheureusement. D'abord, ils repèrent les manques du jeune, affectifs ou matériels, et ils les comblent. Ils offrent de l'écoute, des cadeaux, de l'aide. Ça leur permet de gagner la confiance et de créer une dépendance. Pour mieux isoler ensuite. Exactement. L'étape suivante, c'est d'isoler le jeune de son entourage habituel. Critiquer sa famille, ses amis, le décourager d'aller à l'école, pour que l'exploiteur devienne sa seule référence. Et une fois que le jeune est isolé et dépendant, là, les demandes sexuelles arrivent. Souvent présentées au début comme des services à rendre, des preuves d'amour, ou un moyen de rembourser une prétendue dette. C'est vraiment un processus de manipulation calculé. Avec ses anciens amis, qui évite les activités de groupe, qui se replie sur lui-même. C'est en partie lié à la honte qu'il ressent, mais c'est aussi une stratégie active de l'exploiteur. On voit souvent aussi des relations très tendues avec les jeunes de leur âge, parce qu'il y a un décalage énorme entre leur vécu et celui des autres ados. Et même si le jeune ne dit rien, est-ce qu'on peut voir des signes de sa souffrance psychique? Oui, heureusement, la souffrance finit souvent par transparaître, même malgré le silence. On peut observer une anxiété très forte, une hypervigilance constante. Le jeune est toujours sur ses gardes. Il sursaute facilement, il peut faire des crises d'angoisse. De la dépression aussi? Oui, une humeur dépressive persistante. Plus goût à rien, une grande tristesse, un discours très noir sur soi-même. Des phrases comme « je suis nul »,« je suis sale »,« personne ne m'aime », ça doit alerter. Et des comportements plus alarmants encore? Oui, malheureusement. L'automutilation, les scarifications sur les bras, les jambes, parfois des brûlures, ce n'est pas pour attirer l'attention, c'est souvent une façon désespérée de gérer une douleur intérieure insupportable ou de se punir. Il peut y avoir aussi une multiplication des conduites à risque, consommation excessive d'alcool ou de drogue, rapports sexuels non protégés, y compris en dehors de la prostitution, des mises en danger. Et la dissociation dont vous parliez? On peut parfois l'observer directement. Des moments où le jeune semble absent, ailleurs, comme déconnecté de ce qui se passe autour de lui. C'est un mécanisme de défense psychique très fort face à un trauma, et c'est vraiment un signe d'urgence. C'est un ensemble de signes assez large, finalement, qui demandent une vraie attention. Et tout ça, ça mène à des risques concrets, des conséquences terribles pour ces jeunes. Le document les détaille. Oui, et c'est une réalité dévastatrice. Les risques sont vraiment sur tous les plans. D'abord, les risques sanitaires. L'exposition aux IST, les infections sexuellement transmissibles, est massive. Le rapport de force fait que le jeune ne peut quasiment jamais imposer le préservatif. Certains clients refusent. Oui, et certains payent même plus cher pour ne pas en utiliser. Donc on a des risques élevés de chlamydier, gonorrhée, syphilis, mais aussi VIH, hépatite B et C. Et le drame, c'est que la honte, la peur, le manque d'accès aux soins font que ces infections sont souvent dépistées et traitées très tardivement.
avec des conséquences graves. Très grave, oui. Des risques de stérilité future, des douleurs chroniques, des atteintes neurologiques pour certaines IST, des risques de cancer accrus. Le document donne l'exemple de Léa, 16 ans, qui arrive aux urgences avec une infection gynécologique très sévère, une salpingite, parce qu'une IST n'a pas été soignée à temps. Sa fertilité future est probablement compromise. C'est terrible, c'est irréversible. Souvent, oui. Il y a aussi, évidemment, le risque de grossesse non désirée. Ça place ces très jeunes filles dans des situations absolument dramatiques, avec des IVG parfois tardives, vécues dans la solitude et le traumatisme. Et puis, il y a les addictions. Pour tenir le coup. Exactement. L'alcool, le cannabis, mais aussi la cocaïne, les médicaments détournés. C'est très fréquent. C'est utilisé comme une béquille, une anesthésie face à la souffrance physique et psychique. Mais ça crée une dépendance supplémentaire et ça enferme le jeune dans un cercle vicieux. Il faut continuer pour payer des produits qui permettent de supporter de continuer. C'est un engrenage terrible. Et psychologiquement, les séquelles, elles sont comment? Elles sont immenses, profondes et durables. On parle de trauma complexe dans le document. Ce n'est pas un seul événement traumatisant, mais une exposition répétée, prolongée, à la violence, à la peur, à l'humiliation. Ça peut complètement désorganiser la personnalité qui est en train de se construire à l'adolescence. Avec quels symptômes? Une perte d'identité, une image de soi totalement détruite, une difficulté, voire une incapacité à se projeter dans l'avenir. Des symptômes de stress post-traumatique très forts, des flashbacks, des cauchemars, et puis il y a la culpabilité et la honte. Qui sont entretenus par l'exploiteur. Souvent, oui. Il va répéter « c'est toi qui l'as voulu, tu aimes ça ». Et cette culpabilité, cette honte, « je suis sale, je ne vaux rien », empêche le jeune de demander de l'aide. Elle le ronge de l'intérieur. Et la dissociation, si elle perdure, peut même aller jusqu'à des troubles plus graves comme le trouble dissociatif de l'identité. Et au niveau social, quelles sont les conséquences? J'imagine la déscolarisation. C'est quasi systématique, oui. C'est impossible de tenir le rythme de l'école, d'être concentré. Quand on vit ça, la fatigue, la souffrance psychique, tout est incompatible. Et sans diplôme, sans formation, c'est beaucoup plus dur de s'en sortir ensuite, de trouver un travail, ce qui risque de maintenir le jeune dans la dépendance et l'exploitation. Et l'isolement. Oui, la marginalisation. La rupture avec les amis normaux, souvent avec la famille aussi. Le jeune se retrouve complètement seul ou uniquement entouré de gens du milieu. Le risque, c'est de s'y enfermer, de n'avoir plus que ces codes-là, ces stratégies de survie-là, et de ne plus savoir comment fonctionner autrement. Chaque tentative pour en sortir qui échoue renforce ce sentiment d'être piégé. C'est vraiment un tableau très très sombre. Alors face à cette détresse immense, le document qui est fait pour les éducateurs propose quand même des pistes, des stratégies d'accompagnement. Sans pouvoir tout détailler, quels sont les grands principes? Le socle de tout, vraiment, c'est de réussir à créer une relation de confiance, dans un cadre sécurisant. Et ça passe d'abord et avant tout par un accueil qui soit inconditionnel et non jugeant. C'est-à-dire? C'est-à-dire accueillir le jeune tel qu'il est, là où il en est, sans le juger pour ce qu'il vit ou ce qu'il a fait. Ces jeunes ont tellement intégré la honte, la culpabilité, qu'ils s'attendent au rejet. Le simple fait de leur montrer qu'on les écoute, sans jugement, qu'on les croit, c'est déjà énorme. C'est la porte d'entrée pour qu'ils osent peut-être un jour parler. Et cette confiance, comment on la construit concrètement quand le jeune est méfiant, silencieux? C'est un travail de patience, de persévérance. Ça demande d'être fiable, tenir ses promesses, être là au rendez-vous. Ça demande de respecter leur rythme, de ne pas les brusquer avec des questions trop directes ou des conseils non sollicités. L'écoute doit être vraiment active, empathique, essayer de comprendre ce qu'ils ressentent, valider leur souffrance, même s'ils ne l'expriment pas avec des mots. Il faut être là de manière constante, même face au rejet. C'est ça. Montrer qu'on est là pour eux en tant que personne, pas juste pour leurs problèmes. S'intéresser à ce qu'ils aiment, reconnaître leurs forces, parce que survivre à ça, ça demande des ressources incroyables. Il faut leur dire. Et accepter que ça prenne du temps, qu'il y ait des hauts et des bas, des avancées et des reculs. Le chemin n'est jamais linéaire. Donc, accepter cette temporalité longue et valoriser chaque petit pas. Absolument. L'accompagnement doit être progressif. Un objectif majeur, c'est de les aider à reconstruire leur estime d'eux-mêmes, qui est souvent réduite à néant. Ça peut passer par des activités où ils peuvent se sentir compétents, valorisés, que ce soit le sport, l'art, la musique, n'importe quoi qui leur permette de se reconnecter à quelque chose de positif en eux. Travailler aussi très doucement sur l'image de leur corps.
et célébrer chaque petite victoire, même si ça paraît minuscule. Le fait d'accepter d'utiliser un préservatif, d'aller à un rendez-vous médical, de parler d'une émotion. Et au-delà de cette posture d'accueil, il y a des stratégies plus spécifiques? Oui, le document mentionne des outils, des grilles d'observation partagées en équipe pour croiser les regards et repérer les signes plus finement, des techniques d'entretien adaptées avec des questions ouvertes, de la reformulation pour s'assurer qu'on a bien compris, des actions très concrètes de prévention santé et de réduction des risques, faciliter l'accès aux préservatifs, au dépistage, aux soins, et bien sûr proposer des alternatives, des supports thérapeutiques spécialisés, de l'aide pour raccrocher scolairement ou trouver une formation. Et le travail en équipe, vous l'évoquiez? C'est crucial, absolument fondamental. Personne ne peut gérer ça tout seul. Il faut impérativement une collaboration très étroite entre tous les acteurs judiciaires. L'aide sociale à l'enfance, la protection judiciaire de la jeunesse, si le jeune est suivi par la justice, les équipes médicales et psy, hôpital, centres médico-psychologiques, infirmières scolaires, et bien sûr les associations spécialisées qui ont une vraie expertise là-dessus, comme l'Amicale du Nid, le Mouvement du Nid et d'autres. Et le signalement? C'est souvent une question délicate pour les professionnels? Oui, mais le document est clair. Face à un mineur en danger, le signalement aux autorités, le procureur ou la cellule de recueil des informations préoccupantes, la CRIP, n'est pas une option, c'est une obligation légale. Et ce n'est pas une délation, c'est un acte de protection. C'est le point de départ nécessaire pour mobiliser tous les moyens de protection autour du jeune. Ce travail en réseau, cette coordination, ça semble la clé. Pour illustrer un peu tout ça, le document raconte le cas de Mélissa. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, c'est un cas qui résume bien les enjeux. Mélissa a 15 ans, elle est en foyer parce que ça se passait très mal chez elle. L'équipe éducative remarque des signes, elle fugue les week-ends, elle revient avec de l'argent, des cadeaux, elle est de plus en plus agressive, en renfermée, elle a des marques de scarification. Les signes classiques dont on a parlé. Exactement. Son éducatrice référente, appelons-la Sophie comme dans le texte, va essayer de créer un lien avec elle. Ça prend du temps, beaucoup de patience. Elle multiplie les moments informels, juste être là, disponible, sans la questionner directement au début. Et Mélissa finit par parler. Oui, au bout de plusieurs mois, elle commence à lâcher des bribes. Elle parle d'un copain, un homme plus âgé, rencontré sur Internet. Il est gentil, mais il lui demande des services, contre de l'argent, de l'aide. Elle utilise le mot « arrangement ». L'équipe comprend tout de suite qu'il s'agit d'exploitation. Et la réaction est? Elle est immédiate et surtout coordonnée. L'équipe fait un signalement au procureur. Il propose une aide psychologique et médicale à Mélissa. Et surtout, ils organisent très vite son changement de foyer, dans un lieu sécurisé, parce qu'elle commence à exprimer des peurs vis-à-vis de cet homme. Et la suite pour elle? Ça a été difficile? Très difficile. Le document décrit un parcours de reconstruction long, chaotique. Il y a eu des moments de crise, des rechutes, des tentatives de fugue pour retourner vers l'exploiteur, encore de l'automutilation. C'est souvent comme ça, le chemin n'est pas droit. Mais l'équipe a tenu bon? Oui, l'accompagnement pluridisciplinaire, éducateur, psy, avec de l'art-thérapie aussi qui a bien fonctionné pour elle, a été maintenu sans jamais la lâcher. Et petit à petit, Mélissa a réussi à mettre des mots sur ce qu'elle avait vécu, sur l'emprise, la violence. Elle a commencé à pouvoir imaginer un autre avenir autour d'un projet de formation en esthétique qui l'intéressait. Et un an après, où en est-elle? Le bilan un an après le signalement la montre encore fragile, évidemment. On ne se remet pas de ça comme ça. Mais elle est debout. Elle a pu témoigner contre son proxénète lors de l'enquête. Elle suit sa formation, avec des hauts et des bas, mais elle s'accroche. Et le document finit sur une de ces phrases qu'elle a dites à l'équipe. « Je sais que je vaux mieux que ce qu'on m'a fait croire. » Et ça, c'est grâce à vous qui n'avez jamais lâché. C'est une belle conclusion pour ce cas, et un message d'espoir. Oui, ça montre que même après l'horreur, la reconstruction est possible. Mais elle demande du temps, des moyens, et surtout cet accompagnement humain, tenace et bienveillant. Merci pour ce partage. Si on essaie de synthétiser les points vraiment essentiels de notre exploration, d'abord, la prostitution des mineurs, ce n'est jamais un choix, c'est une exploitation qui s'appuie sur des vulnérabilités profondes, souvent liées à des traumas anciens. Absolument. Ensuite, le rôle des adultes de confiance, qu'ils soient professionnels ou parfois de l'entourage s'il y en a un de sain, est déterminant. Des adultes stables, fiables et surtout non jugeants. Et enfin, l'importance cruciale du travail en équipe, en réseau. Personne ne peut y arriver seul. C'est ça. Et j'ajouterais peut-être ce message d'espoir qu'on trouve aussi dans la source point 8. Oui, la violence détruit, elle laisse des cicatrices à vie, c'est sûr, mais la résilience, la capacité à se reconstruire, elle existe aussi chez ces jeunes. Le chemin est très dur, mais il n'est pas forcément une impasse.
Et chaque interaction positive, chaque écoute attentive, chaque aide proposée, même petite, peut faire une différence énorme. Pour conclure notre échange, peut-être une dernière pensée, une question que cette exploration soulève. Le document met bien en évidence ce mécanisme terrible. Quand un enfant apprend très tôt que son corps ne lui appartient pas, qu'il est un objet pour les autres à cause de traumatismes répétés, la prostitution peut apparaître plus tard, presque comme une suite logique, ou même une tentative folle de reprendre un contrôle illusoire. Au moins, là je suis payé. Ça nous amène à nous demander, est-ce que notre échec collectif, comme société, a vraiment protégé tous les enfants des violences initiales, qu'elles soient sexuelles, physiques, psychologiques, ne crée pas, involontairement, le terreau même sur lequel ces exploitations futures peuvent si facilement se développer? C'est une question qui interpelle, je trouve. C'est une question fondamentale, en effet, qui dépasse le seul cadre de la prostitution, d'ailleurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration nécessaire, même si elle est difficile. Pour rappel, si une situation d'enfant en danger vous inquiète, le numéro national est le 119. Et pour les jeunes qui ont besoin d'une écoute anonyme et gratuite sur leur santé, leurs difficultés, il y a Fil Santé Jeunes au 0800 235 236. Merci encore et à bientôt.